Salut à tous, c'est Hunter404 et je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de la série Les Anneaux de Pouvoir du Seigneur des Anneaux, et ce sur la chaîne Zone 404. Dans les deux épisodes précédents, on avait pu traiter un petit peu de tout ce qui tourne autour de la série, à savoir forcément les points positifs, les points négatifs. On avait pu voir en long en large que tout simplement la série est absolument magnifique, ça on n'a rien à lui retirer là-dessus. Que aussi également il y avait pu y avoir quelques petites, je dirais, coquilles entre guillemets, quelques petites incohérences dans le lore de Tolkien ou dans l'intrigue principale, mais pour l'instant, dans les deux premiers épisodes, et on va voir du coup potentiellement dans le troisième, on reste globalement sur une très bonne note de la part d'Amazon, qui au final nous montre une série qui prend un peu de temps peut-être quand même à se lancer. Voilà, c'est encore assez léger au niveau de l'intrigue, au niveau de ce qui se passe. Mais on reste sur la bonne voie et j'ai bon espoir que cette série au final soit assez intéressante et amène quelque chose d'un peu nouveau dans le lore de Tolkien. Alors, pour cet épisode-là, du coup, on va voir donc l'épisode 3 des Anneaux de Pouvoir, si cet épisode est dans la continuité des deux premiers, s'il apporte des choses éventuellement intéressantes par rapport à ce qu'on a pu voir juste avant. Et voilà, est-ce que cet épisode va s'inscrire comme étant une bonne réussite dans la suite de cette série. Alors, dans cet épisode, on n'a vraiment eu aucune information, aucune scène particulière concernant du coup le personnage de Elrond, qui on le rappelle était allé directement dans le domaine de Khazad-dûm pour du coup pouvoir s'entretenir avec son vieil ami Durin concernant la forge des futurs anneaux de pouvoir. Au final, on l'a beaucoup vu dans l'épisode numéro 2. Là, on n'a absolument pas vu Elrond de l'épisode 3, étant donné que l'intrigue principale s'est surtout portée autour du personnage de Galadriel et énormément aussi autour du personnage d'Arondir. Alors, on a eu quelques petits aperçus, quelques petites scènes pas très longues concernant les pieds velus, à savoir une scène que j'ai trouvée pour le coup assez touchante, concernant une sorte de d'hommage aux morts, qu'ils ont fait, là où d'ailleurs on a appris que les parents, enfin toute la famille de Poppy était décédée. C'était une scène quand même assez émouvante, assez poignante, que j'ai bien aimée, et où on a pu avoir encore quelques, on va dire, quelques petits aperçus, quelques soubresauts de ce mystérieux personnage descendu de sa météorite, qui encore montre, j'ai envie de dire, patte blanche de plus en plus, à savoir que on voit un moment qui suit la migration des pieds velus, du coup, qui sont obligés de changer de terre, qui avant, on va dire, d'être des hobbits dans le Seigneur des Anneaux, qui étaient vraiment des personnages qui restaient au même endroit, au final ils migrent, et on se rend compte que le personnage du coup de l'homme mystérieux de cette météorite a suivi du coup Nori, était derrière le chariot, et au final les aide à pousser le chariot. On sent qu'il veut vraiment s'intégrer, et forcément, encore une fois, ça revient peser, on va dire, ça revient à peser encore la balance sur qui est ce personnage. Est-ce qu'il se fait passer pour un gentil? Est-ce que au final il fait comme s'il ne connaissait rien, comme s'il débarquait de nulle part? Est-ce qu'au final, voilà, plein de questions qui se posent. Malheureusement, ça permet pas encore vraiment de pouvoir trancher, mais on y viendra potentiellement dans une prochaine vidéo théorique que je vous présenterai plus tard. Pour revenir du coup sur la grosse partie de cet épisode, on va dire au niveau de, pas forcément de l'intrigue, mais de globalement ce qui se passe, on a une énorme partie qui se porte sur Galadriel, et entre autres on avait laissé Galadriel en fait à la dérive, avec Halbrand sur son espèce de petit radeau en pleine mer, et on avait vu une image d'une personne qui du coup la trouve en pleine mer et les ramène à un endroit précis. Alors, beaucoup de gens l'ont suspecté, et effectivement c'est bien le cas. C'est avec beaucoup de, j'ai envie de dire, de surprises, mais de bonnes surprises, qu'on a redécouvert le personnage d'Elendil, tout simplement. Parce que effectivement c'est bien Elendil qui est allé repêcher Galadriel et Halbrand. Et je pense que ce que je vais dire va potentiellement faire l'unanimité parmi ceux qui regardent cette vidéo. J'avancerai sans pouvoir vraiment avoir peur de me tromper, que le personnage d'Elendil reflète quelque chose d'assez classe, qui a une sorte de charisme derrière son personnage, et je pense vraiment que ce personnage va apporter quelque chose de super important et vraiment de déterminant à cette série.
En tout cas, vraiment, j'ai très bon espoir pour ce personnage d'Elendil, qui au fur et à mesure de l'épisode, ben, on se rend compte que, voilà, même si... en fait, il y a souvent un peu ce piège de... on montre un personnage un petit peu, voilà, qui a l'air assez fort, avec un tempérament assez fort, etc. Mais qui, globalement, souvent, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément beaucoup de matière, entre guillemets, derrière. Quand je dis matière, je parle du fait que... voilà, ça peut être un personnage un peu calculateur qui peut vraiment agir au plus profond de l'intrigue pour retourner une situation. Là, non, j'ai plus l'impression concernant Elendil que c'est un personnage qui se joue, entre guillemets, les benets, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que c'est un personnage beaucoup plus malin et intelligent qui ne veut bien le faire croire devant la reine, par exemple, actuelle. Dans tous les cas, Elendil du coup ramène Galadriel et Halbrand sur une île. Bien entendu, tout le monde a compris que, avant même qu'on puisse le savoir, que c'était la fameuse île de Numénor. Donc île qui a été donnée en cadeau du coup par Ilúvatar, donc le dieu Ilúvatar. Elle a été donnée en cadeau aux hommes qui sont restés se battre aux côtés des elfes et des Valar durant la guerre de la Grande Colère qui du coup opposait les Valar à Morgoth et à ses armées. Cette île leur a été offerte, du coup elle se trouve tout à l'ouest de la Terre du Milieu. Et voilà, elle est immense pour le coup. Ça, sur la carte, on voyait déjà qu'elle était immense. Et grosso modo, on avait compris qu'elle avait été donnée aux hommes qui, en fait, avaient été récompensés. Et également, ils ont eu une récompense, en plus de cette île. C'était une vie plus longue qu'une vie humaine classique. À savoir, voilà, on sait qu'Aragorn descend de cette lignée. Ces hommes-là peuvent vivre globalement aux alentours de 120 à 200 ans, on va dire quelque chose comme ça. Il y a aussi une chose à savoir concernant cette île, c'est que les habitants de Numénor, enfin plutôt, on va dire le pays, enfin la ville de Numénor, est connue pour avoir une avancée, on va dire technologique, militaire, politique, etc., qui est bien plus avancée que beaucoup d'autres nations humaines et qui est potentiellement la plus avancée. Et bien entendu, c'est quelque chose qui se comprend aisément, étant donné que Tolkien, de mémoire il me semble, avait prévu en fait, enfin pas forcément prévu, mais c'était basé sur l'Atlantide pour vraiment, voilà, sur le peuple atlante qui, on le rappelle dans les dires voilà, de Platon, etc., était vraiment décrit comme un peuple extrêmement en avance sur son temps, sur quasiment tous les domaines. Donc vraiment, Tolkien s'est vraiment basé sur le peuple de l'Atlantide pour écrire et parfaire, on va dire, le peuple de Numénor. Donc voilà, déjà concernant Elendil, énorme classe, enfin en tout cas je trouve pour ma part. Concernant la ville de Numénor, exactement comme ce que j'ai pu dire pour voilà, la ville de Khazad-dûm au dernier épisode, énorme claque visuelle. Encore une fois, voilà, la série montre par A plus B qu'elle a du budget, clairement. Et on a une ville de Numénor absolument somptueuse, tout simplement. Et également des petits clins d'œil, enfin je suppose, notamment en fait avec une des statues qu'on peut voir qui représente en fait enfin on suppose un elfe qui, voilà, a fait beaucoup penser, entre guillemets, en tout cas à beaucoup de monde, a fait beaucoup penser à Eärendil. Eärendil qui du coup était le père de Elrond et de Elros, à savoir que Elrond lui a choisi de rester immortel aux côtés des elfes, et Elros a choisi de, entre guillemets, devenir mortel et porter la barbe, un peu comme les hommes. Et au final, on sait que Elrond et Elros, par le passé, ont eu voilà, je crois des fonctions dans Numénor, enfin ont eu, on va dire, un passé au sein même de Numénor. On a également, et ça je le pense pour le coup à coup sûr, une référence directe au Valar Ulmo. Il faut savoir que Ulmo c'est le Valar des eaux, il me semble. Clairement, je veux dire, dans l'identité de la statue, je pense vraiment que ça ne fait aucun doute, étant donné que, comme on l'a dit, Tolkien fait référence à Numénor par, entre guillemets, le peuple des Atlantes, donc, entre guillemets, voilà, vous avez compris le rapport avec l'eau, et en plus de ça, c'est une île qui a immergé voilà, de nulle part, et au final, une île qui est au beau milieu de l'océan, donc, on va dire, tout un commun accord à ce qu'on pourrait dire qu'elle représente au final le Valar Ulmo, roi des eaux. Donc cette île de Numénor qui est de toute beauté, prospère, rayonnante à tous les points de vue, ce qui est aussi marrant de constater, c'est que dans son architecture,
on retrouve beaucoup de styles architecturaux qu'on voit plus tard après dans des endroits comme Minas Tirith, parce qu'il faut savoir, je suis plus exactement sûr au niveau des périodes, mais de mémoire, il me semble que les descendants du coup de l'île de Numénor, en fait, quand ils se sont éparpillés en terre du milieu, c'est parmi ces descendants que certains ont érigé vraiment tout ce qui constituera par la suite tout le royaume, tout l'endroit, on va dire, de Minas Tirith. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de références. Et entre autres, je pense que vous avez dû faire attention, mais cette espèce de long pont, en fait, un peu en triangle comme ça, qui faisait énormément penser, en tout cas pour ma part, cette espèce de long pont comme ça à, vous savez, dans Minas Tirith, c'est cette espèce d'immense pont vers l'avant comme ça, où se jette dans le vide l'intendant du Gondor, du coup. Ça m'a vraiment fait penser énormément, ce petit détail-là, à cet aspect architectural de Minas Tirith. On a également du coup le personnage d'Albrand qui, on se rend compte qu'il prend de plus en plus d'importance, et je pense que ce n'est pas pour déplaire à tout le monde, étant donné que, également, je pense que c'est un personnage qui fait l'unanimité, étant donné qu'il a un charisme naturel, qu'il représente au final la petite malice, on va dire, enjouée des hommes, qui savent bricoler, savent se débrouiller, qui recèlent qui sont pas parfaits, clairement, mais qui ont, qui, à un moment, on voit bien qu'ils tempèrent Galadriel, qui au final est censé représenter la sagesse. Donc on retrouve en fait toujours pareil chez Albrand, le côté des hommes, un petit peu imparfait, mais qui essaie tout le temps de s'améliorer, de réussir à avancer, parce que c'est des êtres qui ont peu d'espérance de vie par rapport aux autres. Et donc, au final, c'est une espèce qui est souvent pleine de surprises. Enfin, et je voulais terminer là-dessus par rapport à Numénor, cette épée que remet, alors je me rappelle plus du nom de la reine actuelle de Numénor, qui est à côté de Pharazôn, mais elle remet en fait une épée à Elendil, et comme tout le monde, hein, évidemment, comme tout le monde, on a tous pensé à l'épée de Narsil. Cette épée de Narsil qui a ses Isildur pour trancher le doigt portant la bague de Sauron, l'anneau de Sauron. Et en fait, on a été surpris parce que ça serait logique que ça soit l'épée de Narsil. Le problème, c'est que elle ne ressemble pas du tout à l'épée de Narsil qu'on a connue par les œuvres du coup de Peter Jackson. Alors, est-ce que c'est une volonté vraiment directe de la part d'Amazon d'afficher tout de suite une épée de Narsil qui, en soi, n'a rien à voir avec l'épée qu'on a pu connaître? C'est possible. Après, par rapport à ça, je trouverais ça dommage, parce que c'est vrai que une épée pareille a une identité très forte qui est, entre guillemets, qui a vraiment demeuré dans les esprits de chacun depuis qu'on connaît le Seigneur des Anneaux par le biais de Peter Jackson. Donc je trouve ça un peu dommage si c'est Narsil de pas de pas refaire, entre guillemets, l'épée à l'identique, on va dire. Alors, c'est possible que elle en vienne à changer, peut-être qu'elle a eu d'autres péripéties avant, que cette épée en fait a également encore été brisée encore une fois avant, et qu'elle a été refaite, mais ça n'expliquerait pas, on va dire, une telle différence au niveau esthétique, on va dire. Alors, dernier point par rapport à cet épisode 3, ça concerne tout le passage avec Arondir, qui, on le rappelle, s'est fait capturer par des orques. Et alors là, c'est un peu pour moi le point noir de cet épisode, à savoir que j'ai vraiment eu l'impression, comme beaucoup de personnes, que on se rend compte que Arondir n'est pas le seul elfe qui a été capturé, et que littéralement, tout son groupe a été capturé comme il l'a été. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est quand même spécial, parce que comme beaucoup de personnes, on s'est dit, c'est la 7ème compagnie, quoi. C'est-à-dire, on rappelle que les orques qu'on voit, du coup, qui les ont capturés, on rappelle que ces orques ne peuvent pas vraiment se déplacer en plein soleil, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire des attaques souterraines, de mettre des genres de tentes, etc., pour à la fois ne pas se faire repérer, mais en même temps ne pas se faire cramer par le soleil et continuer leur larcin. Mais le truc, c'est que ça fonctionne pour capturer une personne ou un petit groupe de personnes, et ça fonctionne à un endroit, ça fonctionne à un moment précis. Mais là, c'est comme si ils avaient creusé un trou géant recouvert de feuilles et qu'ils avaient réussi à capturer tous les elfes en même temps. Enfin, beaucoup de gens se sont dit, mais on va un peu vite en besogne concernant la capture du groupe d'Arondir,
qui au final a été un petit peu bâclé à ce niveau-là, parce qu'on se dit, bah, comment ils ont tous été capturés sans rien faire, sans rien dire, sans même se battre, parce qu'au final, enfin, on ne le sait pas, mais peut-être que voilà, ça donne l'impression qu'il y a que vraiment tout le monde s'est fait capturer comme ça d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas d'explication. Ensuite, deuxième point noir, bon, je pense que ça va plus faire rire qu'autre chose. Effectivement, ça a fait rire un peu. Alors, j'ai vu beaucoup d'avis divergents concernant ça. Moi personnellement, j'ai trouvé ça, voilà, je trouvais ça un petit peu, voilà, pas terrible. Bien entendu, je parle du visage, enfin de l'artwork du warg, parce qu'il faut savoir que les wargs, on en a déjà vu dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, surtout dans le deuxième film. Voilà, les wargs, on se rappelait, c'était des genres de têtes un peu de hyènes énormes qui ressemblaient au niveau d'un corps massif de bison, on va dire. Et là, la tête des wargs, je vous avoue, j'ai été moi-même surpris. Je me suis dit, mais la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, on dirait presque qu'il est gentil, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il y a le fameux voilà, blast Twitter qui tourne, qui parle de Chihuahuarg. Voilà. Pour le coup, voilà, je rejoins un peu ces personnes-là parce qu'il m'a pas effrayé, quoi. C'est-à-dire, et en fait, ce qui est cocasse, c'est que dans la scène, on le voit arriver, limite on le trouve presque mignon, enfin j'exagère un peu, mais il fait pas peur, pour le coup, visuellement, de tête il fait pas peur, et quand on voit derrière la violence des scènes où il éventre une elfe, puis après il coupe le bras, ou je sais pas quoi, enfin on voit la violence avec laquelle il attaque sauvagement les elfes, ça fait énormément de contraste entre une tête un peu ridicule et voilà, la férocité naturelle que peut avoir un warg. Donc au final, bon, c'est peut-être qu'on s'y habituera. Moi, en tout cas, pour l'instant, je suis pas convaincu de cet aspect visuel des wargs qui, bah voilà, et bon, forcément, on peut se dire, même si c'est changé par rapport au Seigneur des Anneaux, c'est pas bien grave, mais je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé qu'il dégageait ce côté bestial que l'on connaissait autrefois des wargs. D'ailleurs, c'est là qu'on comprend qu'au final, comme beaucoup l'ont supposé, la marque de Sauron est en final une genre de carte qui était censé guider, du coup, dont on le comprend de mémoire par... oh, je perds mes mots. On le comprend par Galadriel, du coup, qui explique que c'était une sorte de code au niveau de cette marque, qui représentait une carte qui, clairement, voulait dire, si Morgoth ne réussit pas ses noirs dessins, cela servira de point, on va dire, je sais pas si on peut dire de ralliement, mais de point de départ et vraiment de point de rendez-vous pour toutes les forces qui restent à Morgoth et qui seront sous l'égide de Sauron. Et donc ça, voilà, on en apprend un peu plus et je trouve que c'est quand même un peu mieux amené que ce qu'on avait vu dans les épisodes précédents. On comprend enfin vraiment pourquoi il y avait, on va dire, aussi peu d'informations qui circulaient autour de cette marque qui, pour moi, au début, dans cette intrigue, était un petit peu bâclée. Donc c'est une bonne chose qu'on comprenne effectivement que cette marque représente vraiment une carte qui, voilà, aux yeux de tous, a berné les gens et ont vu des choses potentiellement, enfin, sont partis sur des pistes qui n'étaient pas les bonnes. Et enfin, dans cet épisode, je crois qu'on termine même là-dessus, on a l'entrée en scène de Hadar, qui du coup, je crois, en Sindarin veut dire père, je crois que j'avais vu ça, et qui n'est pas un personnage qu'on connaît du lore de Tolkien, de mémoire, et quand on le voit arriver, c'est assez flou, mais clairement, on reconnaît un elfe. Enfin, après, peut-être que je me trompe, mais vraiment, voilà, dans le visuel, entre guillemets, on pense directement à un elfe, et ça serait complètement cohérent qu'au final, ça soit un elfe, on va dire, déchu de sa splendeur, étant donné qu'on le rappelle, les orques sont nés à cause de Morgoth, de par, on va dire, les orques ont été créés par ont été créés par Morgoth, avec des elfes qui ont été corrompus, voilà, par les forces des ténèbres, torturés, etc., et se sont devenus par la suite des orques. Donc, potentiellement un sous-chef, on va dire, des orques, qui au final serait un elfe de base, ça serait complètement cohérent avec ceci. Après, ce qui serait quand même à déterminer pour la suite des épisodes, ça serait pourquoi, du coup, ce sous-chef aurait encore une apparence potentiellement humaine, potentiellement d'elfe. Ça serait un mystère que potentiellement on pourra
résoudre et avoir des informations dans les épisodes suivants. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que cette petite review de l'épisode 3 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Zone 404. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une review de l'épisode 4.